Du coup, effectivement, merci à tous d'être présents ce matin. On sait que c'est une situation qui est pas évidente, donc voilà, on voulait quand même garder ce petit déjeuner, vous le montrer, enfin vous montrer tout ce qu'on a fait pour la 177 et tout ce qui est à venir pour 2020. Évidemment que voilà, on puisse tous participer à la sortie de la 177 et qu'on en fasse tous une version la plus aboutie possible. Euh, du coup, dans cette présentation, l'objectif, c'est de vous présenter donc l'état actuel de la 177, où on en est dans la phase de développement et du coup d'avoir des prévisions un peu de sortie. Évidemment, vous présenter les features et évolutions principales donc d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue technique, pour que vous puissiez déjà un peu voir tout ce qui a été fait. Et puis, ce qui nous reste à faire en fait avant de pouvoir sortir vraiment la 177 et avoir la 177.0 live. Préparez-vous puisque ça y est, on peut enfin annoncer que la 1.7.7 bêta arrive. On est dans la toute dernière phase, on va dire, de stabilisation pour avoir ce qu'on peut appeler une bêta. Donc d'ici début avril, vous aurez voilà, la version disponible, prête à être testée et, voilà, et pour laquelle on va vous demander de nous aider en fait à tester, à remonter des bugs pour qu'on puisse, pendant la phase de bêta, avoir voilà, tous les retours de bugs qu'on puisse corriger. Donc ça, c'est une super nouvelle parce que c'est la fin d'un travail qui a été conséquent, qui a été très important avec beaucoup de temps de développement sur notamment les nouvelles features dont je vais parler juste après, mais également sur la stabilité. Parce que ça, c'est un travail qui a été au cœur de cette version. On nous dit souvent que on a tendance à se concentrer davantage sur soit les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles features, soit la correction des régressions, mais pas sur la correction des bugs qui sont déjà dans la solution, et on sait qu'il y en a. Voilà, je voulais vous montrer au travers de quelques chiffres que c'est pas notre seul point de focus. Effectivement, on doit rajouter des nouvelles fonctionnalités parce que c'est évidemment clé pour nous que nos marchands et nos agences puissent gagner à chaque version en productivité, en croissance, en flexibilité. Et effectivement, le travail sur les régressions, il est aussi indispensable puisque c'est ce qui va assurer en fait à moyen et long terme une meilleure stabilité de la plateforme puisque plus on corrige tôt et notamment dans la phase de stabilisation des bugs, moins on en aura pour les versions finales. Donc voilà, c'est évidemment clé qu'on travaille là-dessus. Mais malgré tout, comme vous pouvez le voir là dans les chiffres que je vous montre ici, c'est pas le seul travail qu'on fait. Puisque là, j'ai pris quelques chiffres que j'ai sortis de GitHub. Donc, si vous regardez dans la colonne du Kanban 177, le nombre d'issues qui sont done, donc on est à plus de 300. Ce matin, je reprenais le dernier chiffre, c'est 338. Quand on fait un petit filtre sur cette colonne et qu'on sélectionne donc avec le label bug, en retirant évidemment les régressions, puisque ça c'est du travail qui est fait pendant le développement de la 177, on se rend compte qu'en fait, sur ces 300 et quelques issues, on a 150 bugs qui ont été corrigés. Et c'est des bugs qui étaient présents dans les anciennes versions de PrestaShop, donc soit des bugs qui étaient présents en 1.7, soit parfois même des bugs qui étaient présents sur les versions 1.6. Donc voilà, ça c'est important. Enfin, je voulais vous le montrer pour que voilà, vous voyez qu'en fait, on a quasiment la moitié des issues qu'on a traitées qui concernent en fait de la correction des bugs. Voilà, donc ça c'est important. Et maintenant, comment on a choisi ces bugs, puisqu'effectivement on a beaucoup de sujets en parallèle et on ne peut pas tout traiter, donc il faut faire des choix. Et évidemment, l'idée c'est quand même que ces choix soient les plus pertinents possibles. Donc nous, quand on décide de corriger tel ou tel bug, c'est basé sur plusieurs critères. On va notamment se concentrer sur les tickets qu'on appelle des top watchers. Donc c'est vraiment les bugs qui sont les plus suivis par la communauté, soit parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges sur le ticket, beaucoup de gens qui sont intervenus pour dire qu'ils avaient le problème aussi et qui suivent l'issue, soit parce qu'en fait un ticket a été reproduit X fois, et donc ce qu'on appelle avec des duplicates, donc c'est-à-dire qu'il y a X issues qui parlent du même problème. Et ça c'est Rouleau donc, qui est en charge
recevoir un peu tous les tickets qui nous alertent du nombre de duplicates qu'il peut y avoir sur les tickets. Et donc, à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle les top watchers, donc les tickets les plus suivis. Et donc, ça, c'est un de nos points aussi de focus quand on corrige un bug, c'est de voir s'il y a du monde qui suit ce bug. Et donc là, avec 10 issues qui ont été corrigés en 1.7.7, ça nous permet d'avoir les pics des bugs top watchers, donc que vous pourrez suivre et retrouver sur GitHub, qui est fini à 67%. Voilà, donc on a vraiment voulu se concentrer là-dessus pour que ces tickets-là, qui sont assez importants, puissent être corrigés au maximum. On se concentre aussi sur la sévérité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on assigne à une issue pour décider si elle est triviale, mineure, majeure ou critique. Alors évidemment, les critiques, ça, vous le savez, on les corrige dès qu'on les reçoit. Il n'y a pas d'attente là-dessus. Les majeurs, c'est les tickets qui vont être, enfin les bugs qui vont être assez bloquants pour un grand nombre de personnes. Mineur, c'est du coup un peu moins important, et trivial, c'est essentiellement des problèmes d'un point de vue custo. Donc, les majeurs, c'est évidemment ceux sur lesquels il y a un point d'attention très important à avoir, et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'est concentré dans la version 1.7.7. Et on en a corrigé entre 10 et 15, j'ai plus le chiffre exact, mais voilà, c'est un nombre assez important parce que parfois, c'est des tickets qui en fait nécessitent une refacto en fait complète de la partie concernée. Et enfin, comment on choisit? C'est aussi, on est aussi assez opportuniste, on va dire, dans la correction des bugs, puisque quand on décide d'ajouter une nouvelle fonctionnalité ou d'améliorer une page ou de migrer une page sur Symfony, on va aussi en profiter pour regarder tous les bugs qui sont remontés sur cette page, sur cette partie du code, et essayer d'en corriger un maximum pour que, en plus d'apporter une nouvelle fonctionnalité, une amélioration de fonctionnalités, qu'on puisse aussi apporter plus de stabilité en corrigeant les bugs associés. Voilà, donc encore une fois, la stabilité dans la version 1.7.7, ça a été vraiment un des points d'attention très importants, et on veut que cette stabilité, elle perdure pendant la bêta et du coup avec la version finale qui va sortir. Et maintenant, du coup, j'en arrive aux features. Donc, j'ai voulu vous présenter 3 features qui me semblent être les plus importantes, en tout cas les plus intéressantes pour vous, qui vont sortir donc avec la 1.7.7. Donc, la première fonctionnalité clé, ça a été vraiment tout le travail qu'on a fait autour de la gestion des commandes. Donc, ça veut aussi bien dire tout le listing de commandes que les marchands peuvent gérer, donc on voit là à l'écran, que la commande en elle-même avec tout le détail que vous connaissez, et dans un troisième temps aussi la création de commandes manuelles. On s'est rendu compte que dans ces 3 pages différentes, il y avait vraiment des problèmes de fond qui rendaient du coup la gestion des commandes assez chronophage. Ça, évidemment, si vous avez beaucoup de commandes, on ne pourra pas l'empêcher, mais voilà, avec des actions inutiles, des choses qu'on pouvait améliorer pour faire vraiment gagner un temps considérable sur chaque commande. Et voilà, ce qui à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou du mois, se traduit par quelque chose de vraiment important d'un point de vue gain de temps. Donc dans ces fonctionnalités, le premier focus qu'on a eu, c'est sur le listing. En fait, on s'est rendu compte que le listing de commandes, c'était une liste assez bête des informations de commandes passées par les clients, mais finalement, la page en elle-même, on n'avait pas trop d'action dessus, si ce n'est de pouvoir aller sur le détail d'une commande, pouvoir filtrer certaines commandes et derrière, du coup, se rendre sur la commande en question. Mais voilà, en fait, c'est des allers-retours entre commande et listing qui finalement prennent énormément de temps. Donc, on a voulu rendre ce listing beaucoup plus efficace et dans lequel on puisse vraiment centraliser énormément d'actions. Donc, la première, donc là, normalement, on le voit dans le GIF. Donc, la première, c'est qu'on a rajouté en fait une preview à chacune des commandes qui permet donc aux marchands ou aux préparateurs de commandes de retrouver en fait les informations les plus importantes pour préparer la commande. Aussi bien adresse de livraison, les produits qui sont dans la commande, etc. La deuxième chose, donc là ça passe un peu vite, mais c'est au niveau des statuts. Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment rendre
rendre en fait le changement de statut, qui est aussi quelque chose qui peut être assez long, rendre ça possible depuis le listing. Donc là, si on revient dessus, voilà, vous avez préparé la commande, vous avez retrouvé tous les éléments, et bien à partir de là, vous pouvez indiquer que la commande elle a été délivrée ou elle est en cours de livraison. Et comme ça, vous n'avez plus à faire cette action depuis la page commande. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi assez intéressant pour voilà, à la fin de la commande, si on a changé potentiellement 3-4 fois le statut, voire plus, eh bien voilà, c'est tout ce temps qui est gagné en le gérant depuis le listing. Les autres éléments, c'est que vous pourrez aussi ouvrir en bulk X commandes en même temps. Ça, c'est aussi un comportement qu'on a retrouvé dans les interviewés. Le fait de vouloir regarder à la suite les différentes commandes. Donc ça, ce sera possible depuis le bulk. Et dernier élément, c'est que vous pourrez aussi accéder plus facilement à la page du client associé. Parfois, quand on gère une commande, on a besoin de voir les informations du client. Et bien là, on a un lien qui vous permettra d'y accéder directement. Donc voilà, vous voyez que depuis le listing déjà, il y a énormément de nouvelles actions qui sont possibles et qui vont permettre vraiment de gagner en efficacité, gagner en temps et du coup voilà, consacrer ce temps gagné sur d'autres choses. La deuxième chose, alors je ne sais pas si à l'écran on se rend bien compte, donc ça c'est toujours sur la page order, mais là c'est à l'intérieur de la commande elle-même, puisque quand bien même on a apporté beaucoup de choses dans le listing, a priori il y a encore beaucoup de cas où vous aurez besoin d'aller sur la commande elle-même, que ce soit pour échanger avec le marchand, avec le client, voilà, j'en sais rien s'il faut rajouter des discounts, si finalement il y a eu des changements d'adresse après la commande, etc. Donc à gauche, vous trouvez l'ancienne page commande, comme voilà, on la connaît jusqu'en 1.7.6. Les problèmes qui ont été remontés sur cette page, c'est que finalement, les informations les plus importantes que vous allez rechercher, elles sont tout en bas, notamment les produits. Les actions, on ne sait pas forcément où elles se trouvent. Les différents CTA, ils sont pas forcément bien mis en avant et ils sont pas non plus tout en haut de la page. Et au niveau également des messages, des échanges que vous pouviez avoir avec le client, c'était pas forcément évident de le gérer depuis la page commande. Donc, à partir de toutes ces informations qu'on a pu récolter, on a en fait complètement refondu cette page pour qu'elle soit aussi beaucoup plus optimisée pour l'utilisation que les marchands ont. Donc déjà, ce qu'on a voulu faire, c'est retrouver toutes les informations les plus importantes en haut de la page, donc notamment dans le header avec tous les éléments de la commande, mais également mettre tout en haut toutes les actions possibles pour la commande. Donc c'est-à-dire changer le statut évidemment, voir la facture, voir le bon de livraison et gérer tout ce qui va être remboursement, partial refund, standard refund, etc. Ça reste vraiment tout en haut pour que, en fait, finalement, quel que soit le device que le marchand utilise, ben, en fait, il n'aura pas à scroller énormément, il retrouvera tous les éléments en haut. On a aussi remonté tous les produits puisque en fait, c'est quand même le plus important dans une commande, c'est de savoir ce qu'elle contient finalement. Donc voilà, ça c'est remonté tout en haut. Les éléments du client sont aussi bien remis en avant tout en haut et il y a eu aussi un gros travail sur la gestion des messages. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous a été remonté, c'est que dans le cadre d'une commande, voilà, dans le meilleur des cas, ça se passe bien, il n'y a pas d'échange, mais voilà, ça arrive qu'il faille pouvoir échanger avec le client parce qu'il y a eu un problème. Et dans ce cas-là, c'est quand même important de pouvoir retrouver toutes les informations au même moment. Voilà, donc dans les changements qui ont été opérés sur cette page, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une page qui est également beaucoup plus flexible que la page actuelle qu'on connaît, puisque on a rajouté énormément de hooks sur cette page, de hooks d'affichage qui vont vous permettre, vous en tant qu'agence, si vous développez des modules qui viennent s'afficher sur cette page, eh bien déjà de customiser l'affichage selon les besoins du client et puis aussi d'avoir beaucoup plus de possibilités d'affichage. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard de tout ce qu'on vous fournira comme contenu pour que vous ayez l'information de ce qui a été fait. Voilà, on passe du coup à la feature numéro 2, qui est aussi quelque chose qui était très attendu. Donc,
En 1.7.6, du coup, on avait déjà travaillé tout ce qui est gestion des devises et l'affichage en front office. Là, on est allé encore plus loin puisque à partir de la 1.7.7, vous pourrez évidemment continuer à ajouter des devises standards, on va dire officielles, mais on permettra la création de devises virtuelles ou de devises non officielles. Donc, par exemple, des devises qui sont pas reconnues officiellement dans un pays, mais qui finalement sont celles qui sont utilisées au quotidien. Donc ça, vous aurez évidemment la possibilité de créer autant de devises que vous le souhaitez. Et le deuxième intérêt, c'est que voilà, on s'est rendu compte que quand bien même la base de données à laquelle on fait appel pour afficher correctement les prix en front office selon la langue, quand bien même cette base elle est à jour, on se rend compte que dans certains cas c'est pas adapté, que sur certaines langues c'est pas forcément exact. Donc avec la 177, on va permettre également de customiser les éléments du prix et ce par langue. Donc ce qui veut dire que selon la langue, vous pourrez décider où vous placez le symbole, quel symbole vous voulez mettre aussi, si c'est une virgule, un point, etc. Donc ça, c'est des éléments qui, mis bout à bout, vont avoir vraiment un impact fort, notamment pour les marchands qui veulent s'internationaliser, puisque c'est un enjeu quand même assez important pour être crédible en fait dans les pays et les marchés visés. Voilà, donc ça évidemment, vous retrouverez cette feature dans la page devise de localisation à partie internationale. Et feature numéro 3, qu'on appelle la Fuzzy Search ou recherche approximative. Donc ça, c'est une fonctionnalité dont on est très très fier. Pourquoi? Notamment parce que elle a été proposée et entièrement développée par un contributeur de la communauté qui s'appelle Latanao, qui a vraiment travaillé d'arrache-pied en collaboration avec nous, qui pendant plusieurs mois voilà, a été vraiment très réactif pour intégrer en fait cette nouvelle feature qui va permettre aux marchands et du coup à leurs clients d'avoir une recherche beaucoup plus précise quand ils recherchent des produits en front office. Et donc ça, c'est un enjeu aussi évidemment clé pour la conversion. Donc c'est une fonctionnalité qui se retrouve dans les paramètres de la boutique, dans la section recherchée. Donc vous voyez ici, en fait, à partir de la 177, vous pourrez décider d'activer ou non la Fuzzy Search. Donc ça va dépendre aussi de si vos clients utilisent déjà un système de recherche, que ce soit Elasticsearch ou autre. Mais s'ils n'en ont pas, effectivement, on vous recommande d'activer cette fonctionnalité qui va permettre en fait de définir le niveau d'approximation accepté en front office. Donc par exemple, ça va permettre d'accepter les erreurs d'orthographe ou les fautes de frappe qui peuvent arriver régulièrement en front office. Et même avec ces fautes de frappe ou ces erreurs, bah, ce sera les bons produits qui sortiront de la recherche. Et ça, voilà, c'est un enjeu évidemment d'un point de vue conversion, mais c'est d'autant plus vrai maintenant qu'on utilise de plus en plus des mobiles pour faire nos achats en ligne. Donc voilà, on sait que les erreurs, les fautes de frappe, elles sont encore plus importantes sur ces nouveaux supports. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est une feature déjà évidemment communautaire, donc ça c'est un des points clés, mais par ailleurs qui permet d'être flexible puisque c'est vous qui décidez l'approximation que vous acceptez sur le site. Donc ça va aussi permettre d'être très adapté selon le catalogue produit du marchand. Voilà, donc ça c'était les trois features clés que je voulais vous présenter absolument aujourd'hui. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres choses. Quand la bêta sortira, vous aurez tout le changelog, toute la release note pour voir tout ce qui a été fait. Mais voilà, j'en ai listé quelques-uns ici. Donc il y a notamment le développement du module natif Wishlist 1.7 qui est toujours prévu. On prévoit une sortie en juin a priori. Voilà, donc je vous tiendrai au courant de ce développement, mais l'idée c'est, comme vous le savez, de réintégrer une feature qui était présente nativement en 1.6 et qui n'est plus en 7 pour le moment et on va le réintégrer a priori dans les mois à venir. L'autre info, c'est l'update du module Theme Custo. Donc ça, elle est déjà disponible, cette update, donc peut-être que certains d'entre vous l'utilisent.
et qui permet finalement en fait d'avoir la même chose que ce qu'on avait sur les pages sur la page d'accueil, mais pour les pages produits et les pages catégories. Donc, ça permet aux marchands de retrouver facilement les modules ou les fonctionnalités qui sont associées respectivement à la page produit et à la page catégorie. Voilà. On a également un champ qui a été rajouté dans la page produit. Ça nous a été aussi beaucoup demandé par certains marchands qui utilisent, qui ont besoin de ce numéro. Donc ça, c'est selon les secteurs d'activité. Donc c'est le manufacturer part number qui du coup a été rajouté dans la page produit. Et enfin, dernier aspect, c'est donc là c'est vraiment dans une dimension internationale. Il y a énormément de choses qui ont été faites pour être vraiment à jour dans nos packs de localisation. Donc il y a des langues qui ont été rajoutées dans l'inseller. Il y a des nouveaux packs de localisation qui ont été rajoutés pour être encore plus international. Et dans tout l'existant, en fait, il y a eu un gros travail de mise à jour pour s'assurer que on est vraiment à la page à tous les niveaux de la localisation, c'est-à-dire au niveau langue, au niveau État, au niveau taxe, puisqu'en fait, ça c'est aujourd'hui c'est un travail qu'on fait manuellement, c'est pas mis à jour automatiquement. Et comme vous le savez, enfin, notamment les taxes, ça évolue très très régulièrement selon les lois qui sont passées. Donc, pour pouvoir mettre tout ça à jour, on a travaillé avec énormément d'ambassadeurs qui sont du coup localisés dans les pays dans lesquels on a ces packs et qui du coup nous ont informés des évolutions d'un point de vue taxe, au niveau des États, des changements qu'il y a pu y avoir. Donc, on a mis tout ça à jour pour que voilà, les packs que vous utilisiez soient bien up-to-date. Voilà pour la partie fonctionnelle. Pablo, je te passe la main pour la suite. Yes, merci Colline. Bonjour à tous. Cette version 7.7, elle apporte aussi plein d'améliorations d'ordre technique, évidemment. Il y en a un bon nombre, mais aujourd'hui, je vais parler juste de 5. La première, c'est que conformément à ce qu'on avait annoncé dans notre article l'année dernière, concernant les versions de PHP, on avait dit, Colline, merci, on avait dit qu'on allait accompagner le développement de PHP, puisque PHP, c'est les langages où, on va dire, le runtime sur lesquels tourne PrestaShop finalement, parce que c'est du scripting. Donc, on allait accompagner le développement de PHP pour permettre à PrestaShop d'être compatible avec la version la plus récente possible de PHP. Et que maintenir ces compatibilités ou assurer cette compatibilité avec les dernières versions, ça demandait aussi d'abandonner la compatibilité avec des versions plus anciennes qui sont plus supportées par PHP, mais aussi qui sont plus supportées par les librairies qui sont utilisées par PrestaShop. Donc, ça veut dire que dans cette version 1.7.7, on va assurer la compatibilité avec PHP 7.3, qui n'est pas la toute dernière, mais la avant-dernière version disponible de PHP, sachant que l'1.7.6 est compatible avec PHP 7.2 maximum. Donc, bon, on va évoluer dans ce sens. Et ça nous oblige aussi à abandonner la compatibilité avec des versions plus anciennes. Donc, ça veut dire on va plus être compatible avec PHP 5.6 et 7.0 afin de pouvoir assurer cette compatibilité avec PHP 7.3. Sachant que on va continuer ce travail et que pour la version d'après de PrestaShop, on sera compatible avec PHP 7.4 et ainsi de suite au fur et à mesure que les nouvelles versions de PHP sont sorties. C'est une bonne nouvelle pour les développeurs finalement parce qu'ils vont pouvoir utiliser les caractéristiques de PHP 7 et 7.1 qui sont très sympathiques. Et aussi, il y a des avantages puisque utiliser des versions plus récentes de PHP, ça permet aussi de remporter des gains de performance qui sont assez conséquents en fonction de quelle version de PHP on utilisait avant. La deuxième amélioration qu'on a introduite, c'est qu'on a mis à jour jQuery partout dans PrestaShop, c'est-à-dire dans les back-office, dans les anciennes pages aussi bien que dans les nouvelles pages.
Dans la nouvelle page, on était déjà dans jQuery 3.4. Dans les pages anciennes du back-office, on était en jQuery 2, non, il me semble, ou 1, je ne me rappelle plus. Et dans les thèmes classiques, on n'était pas tout à fait dans la toute dernière version, sachant que jQuery est partagé par tous les thèmes, puisque c'est inclus dans la librairie core qui est utilisée normalement par tous les thèmes. On a mis à jour cette version tout en assurant la rétrocompatibilité. On utilise jQuery Migrate et on a aussi créé un polyfill pour une très ancienne fonction de jQuery qui n'existait plus dans la version 3.4, même pas avec jQuery Migrate. Donc, a priori, tout le code qui a été fait pour les versions précédentes de PrestaShop sur jQuery continuera de marcher, tout en profitant des nouvelles caractéristiques des jQuery et des pattes de sécurité notamment. La troisième amélioration, c'est les commandes et les queries, qui sont des éléments qu'on utilise de plus en plus dans les codes de PrestaShop. Maintenant, ils s'affichent dans les profilers Symfony. C'est les débuggers qui apparaissent sur les pages Symfony quand vous êtes en mode debug. Donc, ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe, découvrir quelles sont les commandes et queries qui gèrent cette page. Ça va vous permettre aussi de profiter du système d'injection de dépendance des Symfony pour que dans un module, vous puissiez déclarer un service qui va décorer ces commandes de cette query au niveau du handler pour customiser les comportements dans votre boutique particulière sans avoir à toucher directement dans les codes. C'est une fonctionnalité qui existe déjà depuis l'introduction de ces services, mais que maintenant ça devient plus visible puisque vous avez cette information dans les profilers. Ensuite, c'est une amélioration qu'on a mise sur les tabs. Les tabs, c'est les éléments du menu du back-office qui se trouvent à gauche dans les pages du back-office. Ces éléments, jusqu'à là, ils sont gérés dans la technique en pointant vers les noms des contrôleurs legacy. Et au fur et à mesure que ces pages sont migrées à Symfony, on utilisait les anciens noms des contrôleurs legacy pour les router vers la route Symfony. Le problème se pose quand vous créez un module moderne basé sur Symfony, dans lequel il n'y a pas des contrôleurs legacy pour insérer cette route dans la table. Bon, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, il est possible d'établir une route Symfony sans avoir référence à un contrôleur ancien legacy. Donc, c'est beaucoup plus propre. Et en dernière, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé, mais qui demandait quelques changements assez profonds. C'était le support d'emoji. Dans tous les champs de texte des PrestaShop, maintenant, il est possible via l'encodage UTF-8 en B4, sachant que dans les versions précédentes, si vous insérez un emoji, ça va couper le reste de la chaîne. Donc, c'est pas du tout supporté. Maintenant, c'est une nouveauté qu'on a permis d'inclure. C'est aussi pourquoi j'ai profité pour mettre plein d'emojis sur ma page. Et voilà pour les améliorations techniques. Colline, si tu veux passer à la suivante, merci. Alors, en ce qui concerne la migration de Symfony, on continue d'avancer. On voit qu'au fil des versions, jusqu'à 1.7.6, on a augmenté le rythme. Maintenant, pour 1.7.7, ce rythme il a un peu descendu parce qu'on a avancé très vite sur les pages qui étaient, entre guillemets, faciles ou plus ou moins faciles à merger. À partir de la version 1.7.7, on commence à s'attaquer à des pages qui sont très complexes, comme la page order que vous avez vue auparavant qui a été présentée par Colline. Comme j'ai mentionné dans des événements de l'année dernière, il nous reste encore pas mal de travail à faire sur la migration de Symfony et du back-office. Ce n'est pas sûr qu'on va migrer tous les back-office comme c'était prévu pour la 1.7. Cependant, on va migrer toutes les pages qui sont les plus importantes pour la 1.7.7, pour la 1.7.7, pour la 1.7.8 et pour une 1.7.9 qui sera à venir, qu'on prévoit sera la dernière version 1.7 mineure
qu'on va lancer. Et à ce moment-là, toutes les pages les plus utilisées du back-office sont migrées. Le reste des pages sont migrées probablement pour la prochaine version majeure qui ça a commencé probablement fin de l'année prochaine. Et donc, bon, je ne vais pas avancer ce qui Colin va dire, mais ça inclut la page produit qu'on va retravailler. Ça inclut la page des import-export et la page order qu'on a aussi retravaillé en 1.7.7. Mais ce travail des migrations qui ralentit, ce travail des migrations qui est de plus en plus complexe, ça demande aussi de plus en plus de travail au niveau de la qualité. Donc, Colin, si tu veux avancer. Merci. Donc, depuis quelques années qu'on parle de plus en plus du travail de qualité qu'on fait chez PrestaShop, de l'intérêt qu'on porte à la qualité et que c'est l'une des plus importantes priorités pour nous, si ce n'est pas la plus importante, c'est sortir des versions qui soient de plus en plus stables, que les personnes qui utilisent PrestaShop puissent faire confiance à leur logiciel. Et donc, ça demande un travail très important de vérification manuelle, mais aussi un investissement très lourd en termes d'automatisation des tests. Euh, Pendant ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur les outils d'intégration continue qui nous permettent de tester toutes les nuits euh, les branches de développement, les branches de stabilisation de PrestaShop, dans lesquelles on fait tourner des scripts de tests automatisés, ce qu'on a fait évoluer aussi, et qui sont accessibles à tous. Donc aujourd'hui, vous avez nightly.prestashop.com dans lequel vous pouvez voir tous les matins les résultats des tests de la nuit et un rapport assez détaillé sur quels sont les éléments qui ont été testés automatiquement. On a fait un travail aussi d'amélioration d'usabilité de ces tableaux, aussi bien pour les équipes en interne que pour tous les contributeurs et les personnes qui s'intéressent au projet pour savoir ce qui se passe aussi. Ça, c'est la nouvelle interface que vous allez voir en production bientôt. Euh, euh, les informations sont quand même aujourd'hui disponibles, sauf que un peu moins sympa, avec un style un peu moins sympa. Et voilà, c'était pour rappeler aussi qu'on fait un travail de qualité très important, c'est ultra important pour nous. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle cet 1.7.7, pardon, elle a pris un peu plus de temps qu'avant. C'est que pour nous, c'est plus important de sortir une version qui est stable, qui est bien vérifiée, plutôt que de sortir à une date précise quelque chose dont on ne serait pas forcément fier. Donc, on approche à la bêta, on a une version qui est de plus en plus stable et on va compter sur l'ensemble de la communauté pour, euh, pour nous aider à tester, pour nous aider à vérifier que cette version marche correctement sur vos environnements, parce que nous, on n'a pas la capacité de le faire, que ça marche bien avec vos modules, parce que c'est vous qui les connaissez le mieux, qui marche bien avec vos thèmes, qui marche bien avec les types des règles paniers que vous avez, tous les éléments qui appartiennent à l'usage des PrestaShop dont c'est vous les experts. Donc, on compte sur vous pour nous aider à faire que tous les problèmes soient identifiés avant que la version finale soit libérée et pas après. L'idéal, c'est d'avoir 0 version patch. C'est mieux pour tout le monde parce que ça veut dire que nous et les développeurs de l'écosystème peuvent se concentrer sur ajouter de nouvelles features, corriger de bugs, plutôt que des corriger en urgence, des bugs qu'on n'avait pas identifiés et sortir une nouvelle version qui est chère pour tout le monde, aussi bien pour nous que pour vous qui devez mettre à jour des boutiques. Voilà pourquoi je voulais insister sur la qualité, sur les tests et sur cette période de bêta qui va commencer bientôt.
Et maintenant, je cède de nouveau la parole à Colline pour la suite. Et si je réactive mon micro, juste la dernière question, donc sur est-ce que la gestion des devises permettra la gestion des crypto-monnaies? Oui, tout à fait. Quand je parle de monnaie virtuelle, ça entend évidemment aussi les crypto-monnaies. Donc ça, ce sera tout à fait possible en cette. Des cryptos, des monnaies locales, des, euh, des points de fidélité aussi, si vous avez un moyen de les compter. Euh, En fait, tout type de devises que vous puissiez imaginer, c'est supporté. Exactement. Donc Pablo l'a dit, donc là, on arrive dans une phase de bêta qui est une phase vraiment critique, on va dire, enfin en tout cas clé pour aussi bien pour vous que pour nous. Donc dans cette version bêta, donc qui va durer a priori un mois, donc l'enjeu ce sera de collecter un maximum de feedback de la communauté, donc comme l'a rappelé Pablo, des agences, des développeurs de modules, des développeurs de thèmes, potentiellement voilà d'autres développeurs de la communauté, même de traducteurs. Nous, en parallèle de ça, on continue aussi évidemment tout le travail de QA qui est réalisé tout le long de la phase de stabilisation pour identifier et corriger l'ensemble des régressions qui seront trouvées. À partir du moment où on n'a plus rien a priori dans le camp, on sort une release candidate. Donc voilà, cette release candidate, c'est comme le nom l'indique, le candidat, voilà, le candidat pour une sortie finale. Pendant cette période qui normalement dure une semaine, on vérifie avec la QA qu'on ne trouve pas de nouveaux bugs en refaisant passer toute une série de tests. Vous aussi, donc en tant qu'agence, en tant que contributeur, vous pouvez tester à nouveau la release candidate. Et si au bout d'une semaine, on n'a pas de retour, pas de nouveau bug qui est détecté, à partir de là, on sort la version stable. Donc voilà, là, on est vraiment dans la dernière phase avant la sortie. Donc on a autour de un mois et demi de stabilisation, voilà, ce qui nous reste du temps pour corriger tout, mais encore faut-il que voilà, on ait connaissance de tous ces bugs. Donc ça, on a aussi énormément travaillé pour mieux vous accompagner dans cette période qui est importante et pour vous fournir des guidelines et des éléments voilà, qui vont vous servir dans ce travail-là. Donc il y aura évidemment la release note bêta qui, elle, recensera un maximum de choses voilà, toutes les évolutions de la 1.7.7 et également, a priori, les bugs qui sont encore connus dans la bêta, puisque la bêta, c'est une version qui contient des bugs qu'on connaît déjà, mais qu'on n'a pas eu le temps de corriger ou qu'on a choisi de ne pas corriger pour pouvoir sortir cette version. On aura aussi tout un article qui explique plus en détail que ce que j'ai fait là, tout ce qui a changé dans la page order, donc aussi bien d'un point de vue fonctionnel que technique. Cet article, il sera sorti sur Build, normalement à la sortie de la bêta. Et on vous fournira également des scénarios de test qui vous permettront aussi peut-être par rapport à vous, au cas d'usage, de vous rendre compte si certains scénarios sont manquants ou si, au contraire, effectivement, dans les scénarios qu'on préconise, vous rendez compte que vous avez un client qui est dans cette situation et que voilà, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil par rapport à lui, son contexte d'utilisation. Donc ça, c'est évidemment important puisque aussi bien la QA que l'équipe produit, on a testé un maximum de choses. Mais encore une fois, comme l'a dit Pablo, on n'est pas dans un scénario d'utilisation réelle d'une boutique. Donc voilà, on est peut-être passé à côté de certaines choses. Donc encore une fois, votre aide, elle est nécessaire là-dessus parce que c'est vous qui êtes expert de l'usage de ces pages. Et dans les deux autres choses qui sont en train d'être faites et qui sont en train d'être finalisées, il y a un gros travail qui est fait sur la DevDoc actuellement pour, d'une part, indiquer tous les changements techniques à prévoir sur la 1.7.7, mais également fournir des guidelines pour, par exemple, si votre module touche à la page order, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'adapter à la 1.7.7. Il y a par ailleurs un module de démo qui a été développé pour justement vous accompagner dans l'évolution de vos modules.
Et dernière chose, du coup, toujours sur les modules, on est en train de préparer un article qui recense, bon, c'est une liste qui n'est pas forcément 100% complète, on n'est jamais à l'abri, mais qui recense un maximum d'impact à prévoir sur les modules et sur les thèmes, selon ce qui a été modifié dans le 1.7.7. Donc, ça va recenser toutes les pages qui ont été migrées sur Symfony, tous les changements à prévoir liés à la page order, tous les changements à prévoir potentiellement liés à l'update de jQuery, etc. Donc, comme ça vous donne vraiment une liste de choses à checker en fonction de où s'affiche votre module dans le back-office si vous avez des modules. Voilà, donc je le rappelle, comme a dit Pablo, on compte vraiment sur l'engagement de tout le monde pour tester cette version bêta, pour nous accompagner en fait dans les tests, puisque nous on teste ici énormément pendant la phase de bêta avec l'équipe QA, mais pour qu'on soit vraiment nombreux à faire ce travail-là et que ça puisse nous aider à remonter le plus tôt possible des régressions qui du coup seraient dommageables pour tous.